Salut, je suis Enzo Colucci et tu écoutes la 5e et dernière saison de Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Depuis janvier 2020, un mardi sur deux, je pars à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles viennent témoigner d'un tournant de leur vie. J'essaie de traiter tous les sujets possibles, peine de cœur, burn-out, échec sportif, maladie, échec scolaire, surendettement, pour vraiment montrer que l'échec c'est pas juste professionnel. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec les guerrières et les guerriers que j'ai reçus, je peux t'affirmer que l'échec, c'est jamais une fin en soi. L'adversité est une source de motivation incomparable si on a les armes pour l'affronter. Alors ce que je te propose, c'est de trouver ces armes qui nous manquent à travers le partage d'expériences de personnes qui ont vu leur vie prendre un tournant inattendu, mais qui ont su en tirer le meilleur. J'espère que ça va te motiver. Hello hello et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien, aujourd'hui en direct de chez Basile. Salut Basile. Hello Enzo, merci beaucoup d'être là. Merci à toi d'avoir accepté. Avant de rentrer dans tout ça, un grand merci à Claire, ma collègue de chez Sunday qui nous a mis en relation du coup pour qu'on enregistre l'épisode. Donc un grand merci à Claire pour ce bel épisode qui arrive. On l'embrasse. On l'embrasse très fort. Et donc sans plus attendre, Basile, peux-tu te présenter rapidement pour ceux qui écoutent ? Oui, bien sûr. Donc Basile, j'ai 28 ans. Moi, j'ai grandi à Dreux, donc c'est à 1 heure de Paris. En fait, entre Paris et la Normandie. Après, je suis venu à Paris après mon bac. J'ai fait une prépa, une école de commerce. Et là, maintenant, ça fait un peu plus de 3 ans que je travaille en tant que consultant. Ok, trop bien. Dreux, en Eure-et-Loire. Exactement. Tu connais. Incroyable. J'ai des potes qui sont en Normandie, on fait le trajet, on passe par Dreux souvent. La 12, ok. Exactement, la 12. Trop bien. Petite presse, du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous donner ta vision, ta définition de l'échec, Basile ? Ouais. Écoute, bien sûr, pour moi, en fait, l'échec, c'est surtout la capacité à... c'est quand t'arrives quelque chose, un coup dur, etc. Et ouais, l'échec, c'est surtout la capacité plus à rebondir derrière, à en faire quelque chose... ensuite, pour moi, c'est plutôt ça qui, je trouve, est assez intéressant. Après, ce qu'on en fait plus ensuite. Ouais, la suite directement, quoi. Pas juste le moment de down où on se prend un mur à pleine gueule et puis on retape dedans définitivement. Ouais. Trop bien. La notion de rebond, la notion de résilience. Carré Baptiste, écoute, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif de ce sujet qui est juste génial et je te remercie avant qu'on commence d'avoir accepté d'en parler. Pareil, encore une fois... Petite anecdote, j'avais lancé en fait un petit appel sur LinkedIn et c'est comme ça que Claire avait répondu. J'avais un sujet que je voulais absolument pas traiter. Alors j'introduis tout de suite en disant que on parle pas encore une fois au sens littéral du terme échec, de ce dont on va parler aujourd'hui. C'est pas un échec puisqu'aujourd'hui on va parler d'homosexualité, on va parler du fait de réussir à faire son coming out dans un milieu hostile, que ce soit un milieu professionnel qui soit pas du tout adapté pour le faire ou un milieu du coup familial où c'est très compliqué. Donc voilà, j'introduis, c'est pas un échec, c'est juste un moment, je pense, très douloureux. C'est pour ça que je remercie Basile d'en parler aujourd'hui, parce que je pense que ça doit concerner vraiment un bon paquet de personnes. Et j'espère que du coup, ce témoignage, Basile, va aider plein de gens. Donc je te laisse avec plaisir, c'est pour ça que j'ai accepté. Oui. Trop bien, merci Basile. Oui, écoute, je pense que c'est vrai que c'est très important, bien sûr, ça n'a rien à voir avec un échec, mais je pense que c'est... Et après, ça dépend de la sensibilité de chacun, de comment on a grandi, mais... ça peut parfois être des moments difficiles. Et puis moi, je trouve ce qui est assez marquant, c'est que parfois on dit le coming out, c'est un instant, ça te un peu tombe dessus, il suffit d'en parler une fois et après tout est réglé. Et en fait, c'est quand même un processus qui pour moi en fait dure depuis presque un peu toute ma vie. Donc c'est assez marrant et même pas plus tard encore que lundi. Je te raconterai, mais j'en ai parlé avec ma grand-mère. Enfin, en fait, ça prend un peu, ça se confond vite avec l'histoire un peu de ta vie, quoi. Donc, c'est pas le coming out, c'est un peu l'histoire de ta vie, quoi. Et donc, cette histoire, du coup, elle part d'où ? Ça part de quel âge ? Ça a été un processus qui a duré, du coup, combien de temps ? À quel moment, du coup, ça s'est passé ? Est-ce que tu peux aussi nous contextualiser, justement, le milieu parental dans lequel tu étais, qui a peut-être pas aidé, comme tu disais ? Oui, en fait, je dirais pas que mes parents, le milieu dans lequel j'ai grandi était foncièrement hostile. Je sais pas, mes parents sont pas par exemple particulièrement religieux ou quelque chose comme ça. Juste, c'est vrai que quand j'ai grandi, ça faisait pas trop partie du champ des possibles, quoi. Enfin, j'avais
C'est vrai qu'en y réfléchissant, j'avais pas trop de références. C'est peut-être dû aussi à l'époque. Enfin, j'ai grandi dans les années 2000, tout ça. On en parlait peut-être beaucoup moins. Puis ouais, ça faisait pas du tout partie de ce qui était un peu possible autour de tout ça avec mes parents, du coup. Qui n'avaient pas vraiment parlé. Alors a posteriori, justement, on en parlait avec ma mère, etc. Mais elle me dit que oui, mais bon. J'ai quand même en tout cas mon ressenti. Puis pareil, même en classe, au collège, au lycée, c'est peut-être au lycée, il y avait 2-3 personnes que j'identifiais peut-être mais dans tout le lycée, quoi. Donc c'était quand même assez dur de s'identifier, du coup, d'avoir un repère à ce niveau-là. Et puis c'est vrai que surtout moi, enfin je pense que en fait le coming out, ça commence surtout par rapport à soi. C'est vrai que quand j'ai grandi, alors oui, j'avais un peu quelques histoires parfois avec des filles, etc. Mais c'était pas du tout mes relations sentimentales étaient pas du tout ma priorité. J'avais le syndrome du bon élève, j'étais très appliqué en classe. Je faisais aussi beaucoup de tennis tous les week-ends, 2-3 entraînements par semaine. Collège, lycée. Donc c'était à la fois parce que ça me stimulait, ces choses dans lesquelles je m'épanouissais beaucoup, mais je pense que ça m'arrangeait aussi un peu de bien m'occuper l'esprit et de pas trop y penser, quoi. Et pourquoi du coup tu devais ne pas y penser? Parce que au fond de moi, en fait, je faisais un peu je peux avoir souvent des termes pour ça, mais je séparais un peu les choses. C'est-à-dire que tout au fond de moi, je savais très bien que même j'ai des souvenirs presque en primaire, en collège, il y avait des garçons qui m'intéressaient. Mais ça, très vite, je refermais le couvercle, quoi. Pour moi, c'était dans le déni, en fait, à ce moment-là? C'est exactement ça, quand même. C'est vraiment l'histoire de mes 20-25 premières années. Et ce déni, du coup, il vient d'où, justement? Il vient de la pression sociale, il vient de la pression parentale, il vient de où, à ton avis, du coup? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu te dis, j'ai pas le droit, en fait, de regarder des garçons, j'ai pas le droit d'aimer des garçons? Il n'y avait pas une interdiction très ferme, j'allais pas à la messe tous les dimanches, pas du tout. Mais juste, à la fois, j'arrivais pas à m'identifier. Et puis, ça faisait... j'ai peut-être pas l'impression d'être le seul, j'exagère, mais tu te dis, non, ça existe pas trop. Enfin, t'as pas... c'est pas... Il n'en est même pas question, quoi. Ouais. Et du coup, tu compensais par cette excellence, j'ai envie de dire, du coup, cette excellence en cours, et puis t'essayais d'être aussi, entre guillemets, excellent et parfait sur tous les plans de ta vie, du coup, à côté. Oui, c'est exactement ça, un truc de compensation. Compenser, c'est ça, exactement. Ouais, c'était... bien sûr, là, ça paraît très net, très lucide quand je regarde 10-15 ans après, mais c'est vrai que c'est exactement ça. Et d'ailleurs, en fait, ça s'est poursuivi un peu longtemps après, parce que à la fin du lycée, j'ai décidé de faire une classe prépa, donc c'est 2 ans très intenses. D'ailleurs, devine, j'en ai même fait 3. Classique. Voilà. Ensuite, j'arrive dans mon école et finalement, alors il y avait d'autres raisons, tu vois, mais même au bout d'1 an, je décide de m'investir dans la junior entreprise de mon école. Donc c'est en fait 2 autres années, pareil, hyper intense, à fond les ballons. Et en fait, pour moi, c'était aussi à la fois, ça m'intéressait, l'expérience était dingue et tout, mais un peu au fond de moi, ça m'arrangeait bien aussi de me remettre un peu des œillères et de dire, de toute façon, non, là, je bosse, j'ai pas le temps de penser à tout ça. Voilà, quoi. Ouais, c'était un échappatoire, en fait. Tu te concentrais pleinement sur ton développement plutôt professionnel pour oublier un peu ta vie sociale qui était du coup connotée à... ma vie sentimentale, en tout cas. Sentimentale, oui. Quand je dis sociale, c'est, sentimentale, bien évidemment. Mais du coup, tu mets un peu des œillères là-dessus et t'essaies de pas y penser. À quel moment, justement, du coup... donc là, la suite logique, donc là, tu es en junior entreprise, donc tu fais tes études. Après, du coup, tu pars en grande école. Ça, c'était la junior entreprise, c'était pendant l'école. Ouais. C'était pendant grande école, ok, après la prépa. Et là, du coup, tu rentres après en taf, en consulting. Ça s'est fait un peu avant, en fait, justement. Après ces 2 années à la junior entreprise, là, je commençais à me poser un peu plus des questions. Puis surtout, il y avait les applications aussi, Tinder, etc., qui commençaient à devenir, être assez utilisées. Donc voilà, je pense en fin de... Du coup, j'étais en 3e année, donc je devais avoir, 23 ans. Du coup, je commence à installer l'application. Hop, tu changes discrètement le petit paramètre. Recherche homme-femme, hop, tu bascules de l'autre côté. Tu commences à rechercher. Mais pareil, au début, justement, je voulais surtout pas être reconnu. Donc, je mettais pas de photos, donc ça marchait pas forcément très bien, etc. Forcément, quand tu profites vide et pas très attrayant. Marquement bien, c'est sûr, oui. Exactement, petit tips.
Et là où il y a eu un peu le déclic, c'est quand je suis parti justement à l'étranger pour mes études. Je suis allé à Singapour. Et donc là, c'était un peu plus... je me suis dit, en fait, ça peut être un peu le bon moment, justement, notamment sur les applications pour mettre une photo. Parce que là-bas, du coup, tu t'en fous. Ouais, je connais personne. Okay. Personne va dire, ah, mais vas-y, je t'ai vu, blablabla, ou j'ai entendu que... etc. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et devine, très vite, j'ai rencontré quelqu'un. Voilà, un Singapourien avec qui on a eu justement un peu ma première histoire. Donc ça c'était en fait à la fois c'était évidemment très fort, c'est la première fois que même j'embrassais un garçon, donc c'était à la fois très très fort, et puis ce qui était assez là pour le coup c'est moins marrant, mais en fait j'ai été 3 mois à Singapour et à la seconde en fait où je suis retourné en France, j'ai tout de suite tout désinstallé et je suis un peu revenu entre guillemets. Revenu dans ta notion dans ta phase de déni. C'est ça, encore. si tu veux, j'avais passé une tête en sortant du placard et vite, en revenant en France, je l'ai refermé à double tour, quoi. Et qu'est-ce qui a fait justement que tu es reparti dans cette phase du coup, parce que c'est assez rare justement dans la notion, encore une fois, qu'on a du déni, de la phase après d'arriver à l'acceptation, hop, tu repars du coup à cette première phase. Ouais, tu retournes un peu dans le déni. Enfin, là, pour le coup, c'était un gros déni parce que du coup, je continuais à parler à la personne que j'avais rencontrée, etc. Mais en même temps, voilà, je faisais avec mes amis, je faisais genre oui, attends, il y a telle fille qui m'intéresse. Enfin, j'étais complètement un peu schizo, quoi. Hein. C'était vraiment ça, quand même. J'étais vraiment dans le déni. En même temps, j'avais un peu ça qui continuait, donc du coup, qui me faisait un peu tenir parce que j'avais un peu au fond de moi quelqu'un un peu à qui je pouvais en parler, etc. C'était la personne que tu avais rencontrée. Ouais, c'était Charlie, mon commun de Singapour. D'accord, ok. Et c'est avec lui, du coup, tu continues d'échanger même après? Ouais, c'est ça. On reste... on reste vraiment en contact pendant un peu les 6 mois. Ensuite, je pars en stage en Allemagne. Donc, pareil, là, du coup, je me dis que je suis un peu plus tranquille pour rencontrer des gens. Mais ça, là, je sais pas, ça se fait pas forcément. Et après, là, je me dis, du coup, là, je diplôme. Je passe des entretiens, etc. Et je décroche, en fait, mon CDI. Donc là, j'ai 3-4 mois un peu tranquille devant moi. En fait, pareil, évidemment, j'ai choisi encore un métier très exigeant, très intense. Et consulting, voilà. T'as le droit de dire chez qui t'es, du coup? Ouais, peu importe. Ok, une grosse boîte en tout cas où ça charbonne, c'est ça, ça charbonne jusqu'à minuit, quoi. C'est ça, et moi évidemment ce qui m'attirait c'était c'est à la fois apprendre beaucoup, puis quelque chose de très intense, gérer beaucoup de choses, progresser très vite. Donc en fait finalement tu vois que pas mes travers, mais un peu on se refait pas, quoi. Ouais. Ça c'est clair. Et justement avant de commencer ton CDI, exactement, je me dis 2 choses. Bon, déjà, j'ai quand même essayé d'en parler pour la première fois à quelqu'un d'autre. Donc un jour, je suis chez une de mes très très bonnes amies, on est sur canapé, on discute et tout. Et puis là, je fais attends, Julie, il faut que je te raconte quelque chose, etc. Tu sais, j'étais à Singapour. Elle fait oui, je vois bien. Tu vois là, j'ai rencontré quelqu'un. Et pouf, ça a libéré quelque chose. Parce que d'en parler, c'était la première personne à qui j'en parlais. Donc ça déjà, c'était un grand moment. Puis même quand je fait le chemin vert, je me dis que c'était une super étape, mais ça m'a pris, j'ai essayé de lui dire 5 fois, 10 fois, quoi. Ça a pris tout ce temps-là jusqu'à ce que, je sais pas pourquoi, ce soir-là, je me souviens très bien, c'était en décembre, je vois très bien son appartement, pouf, là, ça... J'allais te demander, tu t'es préparé du coup à en parler et plein de fois, du coup, t'as pas réussi. Ouais, tu te refais la scène 10 fois, tu te dis, mais alors comment est-ce que je vais pouvoir le glisser, alors que c'est assez simple, parce que c'est avec tes amis, donc c'est vraiment les choses dont tu parles... de même qu'elle me parlait de sa rencontre, etc. Pour moi, c'est très simple de dire... et même, la question me venait souvent, et toi, Basile, t'en es où, etc. C'était juste... tu mettais la poussière sous le tapis, du coup, tu voulais pas en parler. Ouais, j'avais toute la panoplie de techniques, j'ai regardé, tiens, quelle disquette je sors. Ça, c'est assez clair. Donc, ça a pris vachement de temps, en réalité, avant d'avoir cette première conversation. C'était donc il n'y a pas si longtemps. C'était 2017, donc toi, 4 ans, 4-5 ans. Ok, ouais, donc t'as 28. Mais non, mais quand t'en parles, du coup, t'en as 24, c'est ça. Donc t'as attendu 24 piges avant de vraiment avoir cette force pour. Toi, j'ai attendu du coup 22-23 ans avant d'être déjà d'aller rencontrer quelqu'un. Donc toi, c'est presque sortir un peu du déni face à moi-même. Ouais. Donc c'est ça qui prend le plus de temps. Et ensuite, en parler après à quelqu'un de proche. Et donc ce que j'ai fait, c'est que avant justement de commencer à travailler, j'ai fait tout un
Je suis parti 5 semaines en voyage en Indonésie. Bon, à la fois justement pour retrouver Charlie, donc mon copain Saga pour rien. Puis aussi, je me suis dit, c'est un peu peut-être l'occasion de réfléchir parce que je vais me remettre, si tu veux, dans un tunnel. Est-ce que c'est peut-être pas le bon moment de un peu se dire, bah là, il faudrait peut-être sortir du placard, mais pour de bon, quoi. Ok. Et donc là, du coup, depuis, comment est-ce que ça se passe? T'en as parlé à d'autres personnes? Parce que du coup, on sent que là, la phase, un peu l'élément déclencheur de tout ça, bon, alors il y a le côté, tu parles étranger, donc au moins personne connaît, et là, t'assumes pleinement du coup ton homosexualité, tu découvres. Je commence ça aussi. doucement, ouais, C'est ça. presque. Tu l'assumes, tu commences à l'assumer, tu reviens. Là, du coup, l'élément déclencheur, c'est d'en parler, comme tu le dis très bien. Donc, t'en parles avec tes amis proches d'abord, Ouais. et après, t'en parles à d'autres gens, t'en parles justement à ta famille. T'en as déjà Bah, parlé, ça s'est du coup pas fait. Enzo, j'aimerais bien que ça se soit fait aussi, mais pas du tout. Déjà, on parlait en fait à d'autres amis, et Ouais. si tu veux, chaque ami à qui t'en parles, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que t'essayes plusieurs fois, tu t'essayes de poser un peu le bon contexte, tu réfléchis à ce que tu vas dire, la façon dont tu vas le faire. Et je vais te donner un exemple. Bon, on parlait de Claire, hein, grâce à qui on s'est rencontrés. Mais justement, en revenant de ce voyage, je me dis, bon, et là, c'est bon, Basile, t'en parles à tout le monde, etc. Et là, il y a Claire qui m'écrit, qui fait, alors, Basile, ton voyage, tu rentres quand? Faut qu'on se raconte tout, etc. Et je me dis, bon, là, il faut que je lui dise, parce que si je continue à lui sortir une disquette, bah, je suis reparti pour des mois, quoi. Donc, je lui dis, bah ouais, j'ai rencontré quelqu'un, trop hâte de t'en parler. Comme ça, j'étais sûr qu'elle me poserait la question Il faut en que tu la dois au revoyant. mur. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, exactement. Mais Ça commence tu te mets un peu les doigts dans la prise, parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche, quoi. Ok, donc tu commences à en parler à d'autres gens, enfin à d'autres potes en tout cas. T'en parles Ouais, et à ça ton se fait cercle. un peu progressivement. Et ce qui est assez marrant, c'est que tous ces moments-là où t'en parles avec tes amis, bah, c'est des moments qui sont un peu hyper forts parce que pour une fois, tu t'ouvres vraiment sur tout ce côté perso, alors que pendant presque des mois, des années, c'est plutôt eux qui te racontaient tout. Tu étais à leur écoute, et puis là, bah, pour une fois, tu t'ouvres à eux. Donc à chaque fois, tous ces moments-là, c'est des moments un peu bah, que j'ai en tête. Et d'ailleurs, bah, ce moment-là avec Claire, on en a reparlé encore hier soir. Donc c'est à chaque fois. Tu vois, je me dis, oui, c'était difficile et tout, mais c'est en fait des super souvenirs où tu t'ouvres à tes amis. Ça crée des super moments, quoi. Et bah, qu'est-ce que tu peux du coup conseiller, toi, du coup, à d'autres personnes, du coup, hommes ou femmes, qui ont un peu de mal justement à assumer cette homosexualité, qui ont un peu peur du coup d'en parler, que ce soit à leurs proches, du coup. Qu'est-ce que tu peux conseiller, toi, du coup, pour franchir justement ce cap, comme Bah, tu dis, déjà- se mettre les doigts dans la prise, etc. Ouais, alors, ouais, voilà, c'est toujours un peu violent, je le dis tout dans ce moment, mais non, c'est pas du tout ça mon conseil. Non, mon conseil, c'est vraiment de prendre son temps, parce que moi, j'étais un peu pris entre deux injonctions, à la fois, moi, où je freinais des cas de fer, et puis en même temps, j'avais l'impression que c'est devenu, entre guillemets, un peu mainstream de faire son coming out. Pourquoi c'était aussi difficile? Enfin, c'était avait l'air un peu très facile de l'extérieur. T'as même des vidéos, t'as un film qui sortait où c'était justement une compilation de coming out. Et j'avais un peu, je sais pas, je sentais un petit peu cette presque injonction où c'était facile, fallait le faire vite, c'était un peu émouvant, mais après 2-3 larmes, c'était passé. Donc j'étais un peu coincé entre les deux. Du coup, le conseil que je donne, c'est déjà de s'écouter, c'est de prendre son temps, de bien choisir les personnes avec qui vous voulez en parler en premier. C'est pas grave s'il vous faut 1, 2, 3, 10 tentatives. Et même si c'est 1 an après, 2 ans après, faut, là, je pense, s'écouter. Et c'est ça qui compte plus que un peu le bruit qui peut y avoir autour, parce que c'est hyper personnel. Donc, ouais, s'écouter, et c'est pas grave. Il y en a qui, en fait, y arrivent jamais. C'est un peu, ça, on l'oublie un peu. Donc, même si c'est à 30 ans, à 40 ans, en fait, ça importe peu. Ce qui compte, c'est qu'à un moment, bah, vous soyez à l'aise, vous ayez envie de le faire et que vous y arrivez, quoi. Trop bien. Toi, tu as un super projet aussi, je voulais qu'on en parle là, justement sur la fin de l'interview. Tu as un super projet du coup associatif. Oui. Est-ce que tu vas en parler un petit peu du coup? Peut-être un peu avant, si tu veux. Je peux aussi parler un peu avec ma famille, etc. Grave, Ça, bah, avec grand plaisir. Ça, c'est aussi souvent une étape, parce que justement, après en parler avec des amis, et ça a commencé un petit peu à... Il a peut-être fallu 1 an pour en parler un peu à tous mes amis progressivement, parce que j'y allais petit à petit, un peu orteil par orteil, pour essayer d'y arriver. Et ben, la famille, j'ai commencé par mes frères et sœurs, parce que c'était un peu le plus simple. Enfin, c'était pour moi, je me sentais le plus proche, et puis je savais qu'il y aurait, a priori, ça se passerait bien. Et pareil, c'est encore des moments assez marrants, parce que je sais pas, à ce moment-là, j'avais eu 2-3 dates avec un Néerlandais, donc j'en parle avec ma petite sœur. Enfin, j'en parle. Je me souviens très bien, toujours pareil, hein, ces moments-là sont gravés dans ta tête. On était allé au cinéma, on revient, on rentrait à pied, je crois que c'était en été. On rentre à la maison, parce on était en coloc à ce moment-là,
et elle me je sais plus quoi, si c'est même moi, je pense que je dois en mettre un peu le pied dans la porte. Je lui dis, et au fait, je date un Néerlandais en ce moment. Et du coup, ma sœur, un peu gênée, elle fait, d'accord, mais il est il est de nationalité néerlandaise, ou tu vois, elle me raconte un truc comme ça hyper gêné, et on en rigole encore, mais voilà, c'est un de ces moments qui m'a un peu marqué. Pareil, j'en parle peu de temps après avec mon frère, qui là pour le coup était très il fait mais quoi, tu me l'as jamais dit. Tout de suite il avait compris de quoi il s'agissait. Grand frère. Ouais. Grand frère. Il a mis les pieds dans le plat, donc à chaque fois ça fait des moments assez forts. Après est venu justement les parents. Là c'était un peu autre chose, que je savais que d'un côté mon père venait d'un milieu un peu catho, un peu tradi. Même ma mère, qui est marocaine, etc. Je savais que ça serait un peu moins simple. Donc là, pareil, ce moment, il est hyper inscrit dans ma tête. On était en train de dîner tous les quatre avec ma sœur, mes parents. Et là, je sens que c'est ma mère qui me savonne un peu la planche, qui me fait « Ah bon, et toi, Basile, tu nous ramènes quand quelqu'un, etc. » Et je sens qu'elle insiste parce que je pense que quand t'es parent, que c'est ton enfant, tu sens un peu les choses. Et d'ailleurs, c'est un peu pareil, tu dois aussi être dans le déni. Et donc ma mère m'a dit mais attends, quand est-ce que tu nous ramènes quelqu'un, tout. Je fais oui, peut-être bientôt, mais en tout cas ça sera pas une fille, quoi. Ça se fait un peu comme ça. Et la réaction immédiate, t'as mon père qui se lève, qui part de la pièce, ma mère qui de manière un peu bizarre en fait un peu décalée, mais je le savais, c'est génial, j'ai toujours su, etc. Mais ça sonnait un peu fake. Donc moi j'étais un peu pris entre ça. Je vais voir mon père qui du coup a mis 1 ou 2 jours, tu vois, à accuser le coup, mais qui très vite est revenu vers moi. Il m'a dit bon, écoute Basile, j'ai réfléchi, pardon, il m'a fallu juste un peu de temps pour pas encaisser, mais pour digérer l'info. Mais t'inquiète pas, c'est bon, t'es mon fils, ça change rien, etc. Donc ça déjà, ça donne pas mal, un gros peu moment d'émotion. Ouais, ça donne un peu de mon cœur, parce que je veux dire, quand il est parti, qu'il s'est levé de la bête, j'ai fait oh là là, qu'est-ce qui se passe, t'as ton cœur qui bat, tu te dis mais putain, je pensais pas que ça serait comme ça, là on est parti pour le drame, voilà. Et par contre, au contraire, c'est ma mère qui sur le coup était très on faisait un peu des caisses, etc., était très dans l'emphase, où là j'ai senti que c'était un peu plus dur, parce que justement après ce moment-là, entre guillemets, de coming out, tu te dis c'est bon, c'est réglé, j'ai jeté le truc. En fait non, on n'a plus trop parlé, c'était toujours très gênant, surtout avec ma mère, il y avait un peu une distance alors qu'on était plutôt proches. Je me souviens 3-4 mois après, on essayait d'en reparler, on était en vacances, mon père me reparle un peu maladroitement, il fait bon alors ça va, tu arrives avec ce choix de vie un peu débridé, enfin tu vois, des mots qui vont pas du tout, quoi. C'est ni un choix et puis pas une vie débridée non plus, enfin bon, c'était que des stéréotypes, et ma mère, je pense, c'est toujours un peu compliqué, elle me balance un peu des pics. Bon alors t'as daté combien de personnes ce mois-ci, enfin toi, sous-entendu, là c'est un peu les clichés qui viennent et les stéréotypes. Donc là, je me dis, oh là là, moi, je suis hyper énervé quand j'entends ça. Je me dis, mais c'est pas possible, ils font aucun effort, etc. Donc c'était pour le coup pas facile, quoi. Il m'a fallu un peu de temps. Là, c'est vrai qu'en y réfléchissant, alors toujours avec beaucoup de distance, c'est toujours très simple. Je me dis, mais moi, il m'a fallu 24 ans, donc tu peux laisser à tes parents quelques mois, 6 mois, 1 an, mais sur le moment, t'es à la fois hyper énervé. C'est pas facile, quoi. Vous en avez du coup là, ça y est, vous avez passé un cap. T'as pas présenté du coup de personne encore à tes parents? Non, pas encore, mais ce qui a fait que on en a reparlé. D'ailleurs, j'ai peut-être 9 mois après, justement, c'était pour le confinement. Je pense un peu comme tout le monde, j'ai fait un peu des trucs qu'on n'avait jamais le temps de faire. Et ben là, j'ai pris le temps d'écrire une lettre à mes parents. J'aurais un peu tout raconté, ce que je ressentais pour moi, pourquoi c'est difficile, un peu qu'on avait du mal à se parler, qu'est-ce que ça voulait dire. Donc j'ai pris un peu tout raconté. J'en ai fait des pages, etc. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que mon père m'a tout de suite appelé, il m'a dit « Ah mais vas-y, cette lettre, elle est géniale, t'as partagé plein de choses, c'était fort. » Et ma mère qui fait « Oui, moi j'ai lu cette lettre, je pense que tu devrais plutôt... bon, moi je pense que c'est plutôt une phase, dans 6 mois tu vas me ramener une copine, je suis plutôt rassuré. » Donc là, je m'étrangle, il n'y a rien qui va, je vais jamais m'en sortir, etc. Et pareil, il a fallu attendre encore 1 an, donc tu vois, quasiment 2 ans après en avoir parlé pour la première fois, où là j'ai fait un peu l'effort. J'ai dit à ma mère à un moment, un été, l'été dernier,
c'était qu'il n'y a pas si longtemps. J'ai dit, attends, allons dîner tous les deux, prenons un peu de temps, etc. Et là, on a vraiment pris, 2 ans après, parce que les choses étaient retombées, on a pris le temps de discuter. Et j'ai compris que c'était beaucoup en fait d'inquiétude. En fait, c'était à la base de l'amour et elle avait peur. Par exemple, elle me disait, mais du coup, Basile, au travail, t'es pas mis au placard, parce qu'elle savait que je m'investissais justement de plus en plus. Mais attends, Basile, t'habites dans le 18e et c'est pas dangereux pour quelqu'un comme toi. Enfin, tu vois, ce genre de... Ouais, plein de clichés, quoi. Exactement. Et en fait, à la base, c'est de l'angoisse. C'est juste rassurer. Moi, j'ai expliqué, non, au travail, au contraire, ça permet de m'impliquer, d'être visible sur plein de choses. Puis moi, ça me donne une énergie. Et en fait, bien sûr, elle comprend, mais c'est juste, il faut du temps à la fois pour verbaliser tout ça, en parler calmement, parce que elle m'aurait dit ça il y a 6 mois, je serais parti en claquant la porte, quoi. Je dis, mais c'est pas possible, on est en 2021, on aurait fait des caisses. Mais là, avec le temps, il a fallu tout ce temps pour que ça se décante un peu et pouvoir en parler calmement. Donc là, je pense que c'est quand même un peu mieux, mais tu vois, 2 ans après, quoi. Et bon, j'ai 28 ans, quoi. Le temps et dire les choses, quoi, du coup. Ouais. Hyper important. Mais pareil, là, ça a l'impression que ça s'est fait comme ça. Un jour, je vais faire un dîner avec ma mère, mais pareil, sur le cas, j'en ai parlé pendant des mois, je l'ai préparé, j'étais hyper stressé, je faisais presque un débrief aux toilettes à mes amis en même temps. Enfin, c'est quand même tout un truc. Ouais, ça prend du temps, mais c'est des moments après qui restent et puis t'es tellement content quand tu l'as fait, quoi. De fou. Et ça te change un peu, du coup, la vie, là, dans justement ton quotidien, ta vie est sentimentale et sociale et professionnelle. Est-ce que, du coup, depuis que t'en as parlé, du coup, que ce soit à tes proches ou à tes parents, tu te sens beaucoup plus soulagé, épanoui Ouais, moins, ça aide à... c'est la confiance en soi, donc ça à la fois, ça aide un peu dans la vie de tous les jours. Même pour tes relations, la séduction, quelqu'un qui a confiance est quand même plus attirant, quelqu'un qui est tout timide. Donc c'est un peu le cercle vertueux, toi, qui se met en route. Ouais. Mm-hmm. Trop bien. Et donc du coup, là, toi, tu as un projet donc associatif, comme on en avait un peu rapidement parlé au tel. Ouais. Qui est hyper cool. Du coup, tu vas en partager un petit peu. Ouais, et je pense que ça peut aussi me donner l'occasion d'en parler, faire un peu son coming out au travail. Parce qu'aujourd'hui, en France, tu as, je pense, beaucoup de secteurs, d'entreprises. Moi, quand je suis arrivé dans mon cabinet de conseil, pour te donner une idée, c'était une boîte un peu de 300 personnes. T'as, je sais pas, sur 25 directeurs, tu dois avoir une bonne vingtaine de mecs, quoi, peu de femmes, et en fait un environnement qui est pas très inclusif. Tu retrouves même dans les juniors un peu cet esprit d'école, des blagues grivoises, toujours pareil. Certains qui font un peu les malins, etc. Et au début, j'étais un peu perdu, quoi. Enfin, perdu. J'étais en tout cas très timide sur mon côté perso. Je disais rien, ou même au contraire, je sortais mes disquettes que j'avais préparées pendant 25 ans. Raconter des histoires. C'était pour le coup, et c'était pas évident parce que j'étais complètement out avec mes amis. Je commençais à en parler avec ma famille. Par contre, au travail, tout de suite, je balance, je remettais un peu un écran de fumée. Et là, avec le recul, je me dis, toutes ces premières années, c'était pas évident parce que tu vois, la moindre discussion à la machine à café où, tiens, Basile, t'as fait quoi ce week-end? Comment c'était? C'était un peu source de beaucoup d'énergie négative pour moi, un peu d'angoisse. J'ai dit, mais qu'est-ce que je raconte? Attends, ah oui, il y a ce mensonge-là, mais qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? En fait, tu te perds dans des méandres de trucs à n'en plus finir. Et en fait, c'est hyper chronophage, quoi. Du coup, tu te dis, attends, mais faut pas que je sois avec cette personne-là. Oh là là, ça vient de parler, qu'est-ce que je lui dis? Et ça pendant un an et demi, quand même. Donc, c'était plus un environnement où t'avais un réseau, t'as un réseau interne, mais t'avais une personne sur 300, toi, qui en faisait partie, qui était, pour le coup, assez affirmée, etc. Mais moi, je m'en étais pas du tout là, quoi. Donc, j'avais beaucoup de mal à m'identifier, à aller la voir. Donc, c'était un peu... le début était un peu déroutant. En plus, tu commences ta vie professionnelle, donc tout est un peu nouveau, tu veux bien faire tes preuves. Plus, tu as un peu ce syndrome du bon élève où tu veux très bien faire, donc c'est pas facile, quoi. Tu combines tout ça, c'est un peu complexe. Mais c'est pareil, ça se fait un peu progressivement. Je commence à me faire 2-3 très bons amis au taf où je leur en parle. Du coup, ça me donne un peu confiance. Je me dis que au travail, je suis entre guillemets plus tout seul, je peux en parler, on peut en discuter, etc. Un moment, je vais voir justement cette personne qui était justement très ouverte, qui était complètement out au bureau. Je commence à lui en parler. Je dis, est-ce qu'il y a peut-être des choses où je pourrais un peu m'investir, etc.
Et donc ça se fait, tu vois, progressivement, jusqu'à ce qu'à un moment, je me dis, mais attends, non seulement je suis un peu out, je suis plus à l'aise, c'est bien, mais en fait, je veux pas me satisfaire d'être dans un environnement comme ça, je veux changer les choses. Pardon. Donc je commence à faire un peu des actions, tu vois. Il y avait une Pride Week qui était faite un peu vaguement au niveau du groupe, mais il se passait pas grand-chose à Paris. Donc voilà, on commande avec 2-3 stagiaires qui nous avaient rejoints une arche de ballon qu'on met dans la cafette en plein milieu. On met des flyers, des affiches partout. J'organise aussi un webinar avec le CEO Monde. Tu vois, je fais hello, we want to do something sur l'inclusion des personnes LGBT plus au travail. Est-ce que tu es d'accord? Je pense qu'il devait être un peu gêné. Il fait ok, parce qu'il savait qu'il avait pas trop le choix. Boum, toi je me retrouve à organiser ça. On en parle devant. Je crois que tu avais un quart ou 20% de la boîte qui s'est connectée. Donc à la fois ça aide. En fait, t'installes le sujet dans la boîte et puis même toi ça te donne une énergie. Tu prends un peu confiance. De plus en plus, là, j'essaie de faire des partenariats avec l'autre cercle, qui est l'association un peu de référence sur ces sujets-là d'inclusion LGBT. Je fais aussi un partenariat avec ma boîte pour un forum de recrutement. Donc j'ai essayé de pousser ça et c'est vrai qu'à la fois, je pense que ça a permis d'ouvrir un petit peu les chakras dans la boîte. J'ai eu des discussions avec des directeurs qui finalement demandent un peu qu'à en parler. C'est juste que par habitude, etc., quand tu as 50, 60 ans, pareil, j'imagine, tu vois, c'était encore moins une question pour eux. Donc, c'est toujours pareil, ils demandent qu'à en parler. Donc, ça, je pense que ça a aidé, à mon avis, à progressivement ouvrir les chakras dans la boîte. Moi, à être de plus en plus à l'aise et même à m'impliquer sur d'autres sujets. Tu as l'inclusion LGBT, mais tu vois, diversité, inclusion, c'est un peu tous les sujets. Hier, j'étais à un événement que j'ai organisé avec des amis pour justement un peu plutôt les femmes expérimentées qu'une carrière dans le conseil pourrait rebuter. Et ça fait un peu toujours pareil, ce cercle vertueux, parce que quand tu fais avancer la cause des femmes, en fait, tu fais avancer tout ce qui va autour. Donc ça m'a donné beaucoup d'énergie. Et à un moment, je me suis dit, mais quand je vois aussi mes amis dans d'autres boîtes, tu vois, dans des startups, là, tu as toutes les licornes dont on parle, mais la plupart sont encore fondées par des hommes. Et je me dis, faut aller encore un peu plus loin. Et finalement, il y a ta boîte, ce que tu as pu en faire, il faut continuer. Mais je me dis, c'est dommage, tu peux faire encore plus avec ton expérience. Tu as plein de jeunes qui sont dans ta situation. Donc, tu peux sûrement aller un cran plus loin. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de l'association, où je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a manqué quand moi, j'ai commencé ma carrière? C'est peut-être une oreille à qui parler, une sorte de... on parle beaucoup de mentors qui m'auraient pu me dire, mais attends Basile, prends ton temps, tu n'es pas obligé de faire ça tout de suite maintenant. Quand tu seras prêt, commence peut-être par des gens dont t'es prof, des gens plutôt au même niveau que toi. Si tu veux t'impliquer dans ta boîte, moi je te conseille plutôt d'organiser ça et ça prend pas trop de temps et puis ça a tout de suite un gros impact. Donc je me suis dit, ouais, en fait, un mentoring, ça pourrait être pas mal. Et puis je me suis renseigné, en fait, il n'existe rien pour ces jeunes diplômés. T'as des assos dans les écoles, toutes les grandes écoles, elles ont leur réseau LGBT. T'as dans les entreprises, mais plutôt les très grosses, quelques réseaux également. T'as cette association, quelques associations professionnelles, mais t'as rien sur les jeunes diplômés. Donc je me suis dit, là, faut faire quelque chose. Et ce programme de mentoring, je pense que c'est la bonne façon de prendre le problème. Donc je reparle à 2 amis de promo, on en parle là en septembre, on se dit, ouais, on a quelque chose et tout. C'est comme ça qu'est né Working Out. Et là, on est en train de lancer la première promotion de Menti Mentoré là en janvier, début février. Donc, trop stylé. Ouais, et puis donc, Working Out. Working Out, super. Ouais. On peut suivre, du coup, tu as un site, c'est en cours, LinkedIn. Ouais. Okay. LinkedIn, on va le sortir et puis le site arrivera un peu après. Trop bien. Écoute, au top, merci beaucoup Basile. On mettra du coup les liens pour les gens qui veulent te suivre. Du coup, ouais, avec plaisir. Et justement, pareil, en faisant cette association, il y a plein de gens qui m'ont appelé, on m'a discuté. J'ai vu que les problèmes se posaient à la fois de façon différente et en même temps, tu avais toujours la même chose. C'est comment en parler, comment aborder les choses, c'est quoi le bon moment. Ouais. Trop bien. Écoute, déjà bravo. Déjà merci pour le beau témoignage du coup que tu nous as apporté là. Bravo du coup pour le taf que tu fais du coup et l'aide que tu apportes du coup à toutes ces personnes qui en ont besoin, qui ont du mal à assumer, qui ont été dans ta position, qui sont dans ta position où tu étais, pardon. Et donc, écoute, trop bien. On passe à la suite. Ça marche. Basile, il nous reste les questions pour la mention. Questions pour la mention. Avec la première question, Basile, c'est quoi pour toi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie?
Démerde-toi avec ça. Merci Enzo. Là, si je pareil, avec la position très facile de prendre du recul sur moi un peu, mon parcours, etc. Et ce qui m'a aidé, je pense, c'est peut-être j'ai un peu d'optimisme. Et ça, je pense que t'en parles à mes amis, etc. C'est quand même quelque chose qui, moi, me définit. Puis je pense qu'il y a, bah ouais, tu peux retrouver à 25 ans complètement dans le placard, un cabinet de conseil, mais en fait, bah... Tu vois, c'est pas grave, moi je vais te faire des choses par ailleurs, puis tu vas y arriver progressivement par une personne, etc. Ça prend du temps, c'est pas grave. Donc l'optimisme, ça c'est clair. Je pense aussi un peu d'honnêteté sur les choses que je fais mal, me remettre en question, mais pas trop. Ça, je pense que c'est aussi un peu important parfois d'être assez lucide. Ce que tu fais bien, ce que tu fais moins bien, et puis, puis c'est ok en fait, tout le monde fait parfois n'importe quoi, mais par contre, ce qui peut aider, c'est justement ceux qui le réalisent et qui font des choses. Puis après, la troisième chose, je pense avoir des choses dans lesquelles on croit et puis et du coup être un peu authentique par rapport à ça. Tu vois, moi, c'est des sujets qui m'intéressent. Bah, du coup, je me dis, mais ok, j'ai fait par rapport à moi, par rapport à l'entreprise. Maintenant, comment est-ce que je peux amener ça au niveau d'après? Parce que c'est des choses à la fois qui me définissent, qui me donnent de l'énergie, et j'essaye de les mettre de les prioriser, de prendre du temps pour en parler. Quelqu'un m'appelle pour ça, bah, tout de suite je décroche mon téléphone parce que je sais que à la fois c'est important, c'est là où je peux apporter quelque chose, et puis c'est là où je me sens le plus naturel, donc j'essaye de garder ça, c'est clair. Trop stylé. Optimisme, honnêteté, authenticité, c'est des belles valeurs du coup. Prochaine question, Basile. Est-ce qu'il y a un livre que tu aimerais partager, ou même un podcast, un film, une série, quelque chose que tu as kiffé? J'ai pensé au livre. Attends, je vais te le chercher si tu veux. Ah bah, vas-y. Donc là, littéralement, il se casse. Il me laisse tout seul dans le salon. Voilà. Bonjour tout le monde. J'espère que vous appréciez l'épisode. Alors voilà, il est parti, il est là. Me voilà. Bon, c'est un livre un peu niche pour le coup. Enfin, c'est vraiment très coming out et même plutôt gay. C'est un livre en anglais. Ça s'appelle The Velvet Rage. Bon, c'est par un psychiatre, Alan Downs. Bon, et je l'ai trouvé pour tout te dire. J'étais pendant ma période de réflexion, etc. Je me disais, mais attends, comment est-ce que les deux s'articulent? Pourquoi est-ce que t'as ce complexe du bon élève et en même temps t'es en train de sortir du placard? Moi, je suis sûr qu'il y a un lien. Bah, évidemment, la posteriori, c'est hyper évident, mais à l'époque, ça n'était pas du tout. Donc, sur Google, je tapais, syndrome du bon élève, coming out, des trucs comme ça pour essayer de faire un peu le lien. Et toi, je suis tombé sur ça. Et alors, tu regardes les trucs sur Amazon, c'est 5 étoiles. Ce livre a changé ma vie, blablabla. Je fais bon. J'ai un peu de temps, je le commande. Et en fait, il est plutôt pas mal parce que ça te décrit toutes les étapes. Justement, c'est basé sur toutes ces consultations qu'il a pu faire. Et donc, c'est assez... franchement, pour le coup, c'est un livre que je relis assez souvent et qui m'aide pas mal. Donc, je peux que le recommander. Et il m'a, pour le coup, beaucoup servi. Et tu vois, il est jamais très loin. Ok. The Velvet Rage. Ok. Ouais. Super. Bah écoute, au top, Basile, il reste une dernière question. Oui, dis-moi. C'est quoi ton prochain objectif? Bah écoute, développer. Ça, c'est pas mal, déjà, cette association qu'on essaye de pousser avec mes deux potes. Je pense que si on pouvait l'amener à un super niveau, si on se dit là, si en 2022, on pouvait avoir accompagné 50, 100 jeunes, bah tu vois, ça serait top. Et on se dit, mais du mentoring, on pourrait aussi avoir des événements un peu plus inspirants avec des événements de networking, des rencontres, puis aussi pourquoi pas de la formation. Donc ouais, Working Out, c'est un peu mon objectif là pour 2022. Trop stylé, Basile. Bon, bah dernier petit rituel avant qu'on se quitte. Est-ce que tu peux me résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit là depuis une bonne demi-heure en une phrase? C'est ta phrase de fin. Laisse-moi une seconde. Ouais, bah, je pense pour tous ceux qui peuvent se reconnaître dans ce témoignage et qui se demandent comment faire, comment on peut avancer dans son coming out. Donc ça appartient qu'à vous. En fait, c'est que des moments qui sont hyper personnels. C'est un peu, ça va être des super moments, mais c'est vous
qui décidez quand ils auront lieu, avec qui, et puis le temps que ça prendra. C'est vraiment, ça n'appartient qu'à vous. Écoutez pas un peu toutes ces injonctions à mais attends, on est en 2022, bien sûr que t'es out, c'est hyper facile, c'est même plus un sujet. En fait, c'est à vous de décider, quoi. Donc écoutez-vous, il y a que vous qui avez la réponse. Trop stylé, belle phrase de fin. Écoute Basile, merci infiniment encore pour l'accueil, pour tout. Merci d'être venu. Écoute, trop cool. J'espère que ça servira, que ça pourra être utile. J'en suis sûr et certain à 2000%. Merci infiniment Basile, tout le meilleur pour toi. Passe une très belle journée et puis on se dit à très vite. Ouais, à très vite Enzo, merci. Ciao. Une fois n'est pas coutume, ça me fait super plaisir que tu aies écouté l'épisode. Merci beaucoup pour le soutien. Comme d'hab, si c'est pas déjà fait, tu peux me permettre de faire connaître le podcast avec 2 actions super importantes. La première, c'est de mettre une note et un avis sur Apple Podcast, comme tu sais. Et la deuxième, c'est d'en parler autour de toi, bien évidemment. Tu peux également t'abonner à la page Instagram Phoenix Podcast et me suivre aussi sur LinkedIn. Je réponds toujours aux messages avec grand plaisir, même si j'avoue que je suis pas toujours hyper actif. Enfin, j'interviens dans les écoles et les entreprises pour réapprendre la notion d'échec. En gros, plus vulgairement, je mets des coups de pied au cul, mais avec sourire et bienveillance. Donc n'hésite pas à me joindre si tu veux que je te mette aussi un shoot de motivation au bureau. Je te dis à très vite pour encore plus d'échecs et encore plus de kiff.